Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Et on est très heureux cet après-midi, dans la culture dans tous ses états, d'avoir un humoriste, un chansonnier, mais qui est aussi un homme de cinéma, de théâtre, de légende, Jacques Maillot, pour son livre Sourire en coin, sourire au pluriel avec le S du pluriel entre parenthèses, mémoire d'un chansonnier, publié chez Deboré, d'autant plus heureux que vous êtes d'une des anciennes voix de Sud Radio. Oui. Bonjour Jacques Maillot. Bonjour Philippe. C'est un livre biographique, oui, mais qui mérite vraiment d'être lu. Je vais vous l'avouer, j'ai beaucoup ri en le lisant, et on va bien rire en votre compagnie, mais ça c'est un pléonasme. Le livre commence avec en préambule 2 événements de votre vie, l'entrée dans le Club des 100, oui, il y a 10 ans, et vos 50 ans de SACEM l'an dernier. Pourquoi commencer le livre par ces 2 événements ? Racontez-nous. Parce que je pense que ça montrait une sorte d'échéance. 50 ans de SACEM, quand on m'a appelé pour ça, j'ai dit à la présidente de la SACEM, à Cécile Rapp, je lui ai dit, mais j'ai pas 50 ans de SACEM. Elle m'a dit, si, vous avez 50 ans de SACEM, et on veut vous honorer avec Philippe Labro, qui était comme moi, qui s'était pas rendu compte qu'il avait 50 ans de SACEM. Et donc, c'était pour moi une échéance, et je me suis dit, être arrivé au Club des 100 et avoir 50 ans de SACEM, c'est un beau parcours, la boucle est presque bouclée, et je vais faire ce livre autour de ça. Un livre qu'il faut vraiment lire pour passer vraiment un excellent moment. Alors vous êtes né et vous avez grandi en Auvergne avec un grand-père maternel blessé à Verdun et qui a côtoyé un grand homme de médias, Alexandre Varenne. Oui, mon grand-père était naturellement, en tant que mineur, il était socialiste, et il aimait beaucoup Jean Jaurès. Et Alexandre Varenne, qui a créé le journal La Montagne, était à l'époque maire de Saint-Éloi-les-Mines, qui était la commune où travaillait mon grand-père depuis toujours. Et donc il était dans son conseil municipal, et il était très attaché et à Varenne et à Jaurès. Et côté paternel, c'est incroyable. Alors, votre père, c'est pas joyeux, a été orphelin de guerre à 2 ans, oui, donc pendant la guerre de 14-18. Oui. Et votre père était dans une unité de chars commandée par le général de Gaulle. Oui. Donc, il a connu de Gaulle personnellement pendant la débâcle de mai-juin 40, mais il a été dans une des rares batailles gagnées par l'armée française en mai-juin 40. Il en a même eu la médaille militaire. Oui, il a participé à la bataille de Montcornet, et il racontait ça avec beaucoup de drôlerie, parce que mon père adorait sourire et rire, et il me disait, évidemment, on avait des chars excellents qui allaient plus vite que les chars allemands, et ça nous servait beaucoup, parce que quand on sortait du bois, on était 10 chars français pour 50 chars allemands, donc il me disait, on pouvait tirer quelques obus, et après on faisait demi-tour et on partait en avant qu'ils nous rattrapent. Alors ce qui est incroyable, c'est que vos parents se sont rencontrés dans la Résistance au télégraphe, pardon. Oui, au télégraphe. C'est ça qui a fait de vous un homme de radio inconsciemment ? Peut-être, parce que après, évidemment, j'étais très sensible au sketch de Fernand Reynaud sur le 22 à Agnières avec ses téléphonistes, oui, vous savez. Alors vous pouvez rappeler le sketch, Passez-moi New York, Passez-moi New le 22 York, à Agnières, voilà. parce qu'on n'arrive jamais à voir. Et à l'époque, il fallait passer par une opératrice téléphoniste, pour obtenir son numéro de téléphone, avec à Paris les fameux numéros Maillot 3839, Passy 2204, etc. Et comme mon père passait beaucoup de messages qui étaient destinés à Londres, il a été sous le charme de la voix d'une télégraphiste et d'une téléphoniste, et il a demandé à un de ses amis qui lui aussi était dans la Résistance, qui était proviseur de lycée, et il lui a dit, mais c'est qui là cette femme, parce que lui-même avait son épouse qui était téléphoniste, et il lui a dit, c'est Eva Savy, et donc ils se sont rencontrés, et ils se sont mariés en 1944, puisque mon frère est né le 15 août 44, et quand papa est venu, a essayé de venir le voir à la maternité, la Gestapo l'attendait, il est parti par les toits. Et comment, mais il a été attrapé finalement, mais il a pu s'évader. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, après il a été arrêté, il a pu s'évader de Roya, où siégeait la Résistance, je ne sais plus dans quel hôtel, je crois que c'était l'hôtel Métropole. Et il a pu s'évader, contrairement au responsable de l'hôpital d'Orient, qui était le docteur Guy Thomas, et qui lui a été déporté à Buchenwald. C'est ce que vous racontez dans le livre, il a été déporté à Buchenwald. Vous êtes d'une famille gaulliste, canal historique, même
si un de vos grands-pères était socialiste jaurétien. Ah oui, c'était très drôle parce que mon grand-père était donc d'essence socialiste, mais il avait fait Verdun. Donc il admirait le maréchal Pétain puisqu'il disait c'est lui qui nous a fait gagner Verdun. Et mon père, qui lui était plutôt du centre avec De Gaulle, disait à mon grand-père mais comment vous pouvez adorer Pétain puis vous qui êtes socialiste, et mon grand-père lui répondait écoute, Pétain il a gagné 14, alors peut-être que De Gaulle a gagné 39-45 avec les Anglais, les Américains, mais les deux se valent, alors ça nous valait des engueulades, voilà, et des déjeuners de famille homériques. Alors déjà jeune, vous étiez, on va dire, cabotin, puisque vous avez été exclu d'une école catholique pour avoir eu un comportement un peu spécial auprès d'un évêque. Racontez-nous ça. Oui, alors on avait un évêque qui s'appelait Monseigneur de la Chadonnie et qui parlait un peu comme Giscard. Il disait, en ce jour de confirmation, il avait une voix comme ça. Alors tout le monde le respectait beaucoup, il était extrêmement impressionnant. Et les pères maristes nous avaient envoyé à Saint-Julien-Chapteuil pour restaurer une vieille chapelle. On faisait ça pendant les vacances de Pâques. Et on nous a dit, pour vous remercier, Monseigneur de la Chadonnie va venir vous saluer. Et on a monté un petit complot et on s'est dit quand il va nous tendre la main avec son anneau, au lieu d'embrasser l'anneau, on va lui serrer la main. Alors là, ça a été le père supérieur, le père de Verneuil qui était là. Quand il a vu ça, il a dit c'est schnappant, je peux pas les garder. Il nous a convoqués avec nos parents à l'institution Sainte-Marie. On a été mis à pied immédiatement. Alors, autre chose. Un prof de français vous a marqué, Jean Vialat, qui avait des formules amusantes. Il a participé à votre humour qui s'est forgé peut-être un peu avec lui, parce que vous citez quelques-unes de ces formules qui sont très drôles dans le livre. Ah oui, j'ai adoré Jean, qui était donc le cousin germain du célèbre Alexandre Vialat. Oui. C'était un homme de grande culture, il parlait pratiquement latin couramment, il était agrégé de grec et de latin, de lettres anciennes, et c'était un personnage inouï qui adorait, il aimait bien trinquer, quelquefois avec ses élèves, et un jour je lui dis, alors que j'étais plus son élève, mais on avait gardé d'excellents rapports. Je lui dis, Jean, vous buvez quand même beaucoup de vin blanc d'Alsace, faut quand même que vous fassiez attention à votre santé. Et il me dit, mais je me soigne, mon cher Maillot, il parlait comme ça. Je lui dis, vous soignez au vin d'Alsace? Il me dit, oui, parce qu'il est très souffré, et comme j'ai des problèmes de bronches et de sinus, eh ben écoutez, c'est le meilleur des médicaments. Au départ, c'est le cinéma qui vous attire, mais vous êtes fait pour être chansonnier. Oui. C'est même votre prof de philo qui vous le dit. Oui, absolument. C'était Jean Arnal, qui était un très bon professeur de philo, puisque quand j'ai passé le bac, il a eu pratiquement 95% de succès. C'est un très bon prof. Et un jour, il m'avait commandé un exposé sur le rire de Bergson. Alors j'étais venu, à l'époque on avait des magnétophones et j'avais fait des montages sonores avec les sketchs de Jacques Baudouin, de Fernand Reynaud, de tous les humoristes de l'époque, de Robert Lamoureux que j'admirais. Et à la suite de l'exposé, il m'a dit, Jacques, vous devriez embrasser cette profession, soit chansonnier, soit faire de la radio, etc. Il avait vu assez juste, finalement. Alors, ce qui est amusant, vous citez une phrase géniale de Pierre-Jean Vaillard, et on va faire une pause juste après, mais vous allez comprendre laquelle. Un chansonnier mythique, qui était un de vos amis, dont on va parler un peu plus tard. J'adore la télévision en fermant les yeux. C'est presque aussi bien que la radio. C'est tout à fait Pierre-Jean. Délicieux, drôle. Cultivé. Extrêmement cultivé. Grand admirateur, évidemment, de Brassens, puisqu'ils étaient sétois tous les deux. Et comme Paul Valéry aussi, un autre grand homme d'esprit. Et le commissaire Broussard, qui était sétois. Et ça m'a valu des déjeuners homériques à la préfecture de police avec Vaillard, Broussard et Georges Brassens, mais que j'ai très peu connu. Je l'ai connu un tout petit peu. On va même parler de la préfecture de police avec un certain préfet Louis Amat pour faire sauter des PV qui écrivait les chansons de Gilbert Bécaud. Là, vous gardez les yeux ouverts, c'est aussi bien que la télé d'être sur Sud Radio ? Ah oui, j'adore sur Sud Radio, j'y ai passé des heures et des moments plus que délicieux. Justement, on va continuer tout à l'heure avec ce livre qu'il faut vraiment lire, Sourire en coin, mémoire d'un chansonnier de Jacques Maillot, publié aux éditions Deboré. Tiens, vous voulez poser des questions à Jacques Maillot ? Le 0826 300 300, Manu attend vos appels, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, la culture dans tous ses états, Philippe David. Très heureux d'avoir avec nous Jacques Maillot,
Mémoire d'un chansonnier, plus de 50 ans de carrière pour son livre Sourire en coin, sourire au pluriel. Vraiment un livre qu'il faut lire. On va beaucoup rire parce que on va avoir des anecdotes extraordinaires. Alors, avant de passer vraiment dans les chansonniers purs et durs, vous étiez au départ fait pour le cinéma, vous entrez à l'IDEC, qui était l'école de cinéma, mais votre cursus se raccourcit. Diriez-vous que vous êtes un dommage collatéral post-mai 68, Jacques Maillot? Oui, je le pense, sincèrement, parce que Léopold Schlossberg, qui dirigeait l'IDEC, était un homme de poigne, et nous étions, des enfants de mai 68, on faisait un peu le bazar à l'école, et un jour il nous a dit... C'est étonnant de vous. Oui, ça vient... alors on était des jolis schnappants, même on avait pourtant déjà plus de 20 ans, et il nous a dit, si vous continuez comme ça, je ferme l'école. Et il a fermé l'école. Et au lieu de se retrouver avec nos 3 ans d'IDEC, on s'est retrouvé avec 2 ans. Donc un diplôme plus que bancal, quoi. Alors, pourtant bancal, mais vous avez travaillé, ça je l'ai appris en lisant votre livre, avec 2 géants du cinéma, un Français, François Truffaut, pour le film L'Enfant Sauvage, et un Américain pour un blockbuster planétaire, Grand Prix. Racontez-nous ces 2 rencontres, parce que j'imaginais pas, pourtant on se connaît, on a travaillé ensemble il y a quelques années, que vous aviez travaillé avec Truffaut et Frankenheimer. Racontez-nous. Alors Truffaut d'abord parce que j'avais besoin de faire des stages, et que son directeur de production, qui était Roland Thénault, qui dirigeait les films du Carrosse, qui était la société de production de François Truffaut, Roland était le fils du voisin de mon père, à Clermont-Ferrand. Mon père avait ses garages pour l'entreprise de transport, et juste à côté, il y avait un ferrailleur extrêmement réputé qui s'appelait Monsieur Thénault, oui. et qui un jour dit à papa, votre fils veut faire du cinéma, il faut qu'il rencontre Roland. Et Roland, c'est grâce à lui que je suis rentré dans l'équipe Truffaut et que j'ai travaillé sur L'Enfant Sauvage, avec tout le bonheur qu'on pouvait avoir d'être proche de Truffaut, qui était un cinéphile extraordinaire. Et puis, toujours dans ses stages, grâce au directeur de l'Opéra de Clermont-Ferrand, qui était René Barbala, un jour il me dit, tu sais, John Frankenheimer va venir tourner Grand Prix au circuit de Charade, est-ce que tu veux que je te mette en contact avec l'équipe de production? Et je suis devenu, là aussi, un 7e ou 8e assistant, mais c'était formidable, parce que j'ai rencontré ce grand monsieur, que je verrai plus tard à Paris, parce que John était francophile, il adorait la gastronomie française, et il passait tous ses réveillons à Paris, dans dans le restaurant qu'on connaît tous chez Laurent. Alors on connaît que ça sur le 3 gros sur les quais, la Tour d'Argent. La Tour d'Argent. Et donc le directeur de la Tour d'Argent, qui était un ami, un jour m'a dit, tu sais que Frankenheimer vient tous les ans pour le 31 décembre. Il me dit, ça serait bien que tu viennes. Et en sortant du théâtre des Deux Ânes, je me suis pointé à la tour, et je suis tombé sur Frankenheimer. Évidemment, ça faisait au moins 15 ans qu'on ne s'était pas vu, mais c'était vraiment très très agréable. Et ça a été un grand monsieur. Vous racontez des choses incroyables. Les bobines étaient envoyées en Boeing 707 pour la Californie et revenaient en Boeing. C'est complètement fou. Oui, vous parlez des différences de moyens entre le cinéma français et américain. C'est le Paris Saint-Germain et le Football Club de Rion, vous qui êtes natif de Rion. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et parce qu'on tournait en 70 mm Todao et Cinérama, le Cinérama qui était un brevet spécifiquement américain, et donc la France n'était pas équipée pour développer ces formats-là. Donc tous les jours, il y avait un Boeing qui partait pour développer, rapporter les rushs pour que Frankenheimer visionne les rushs. Heureusement qu'il n'y avait pas Twitter à l'époque, vous seriez fait dénoncer pour les vols. Ah oui. Alors vos débuts au cabaret se font à l'échelle de Jacob, avec une sacrée patronne, Suzy Lebrun, avec qui vous passez, on peut le dire, un drôle de casting. Oui, parce que à la faveur de Nestor Almendros, qui était le directeur de la photo de Truffaut et de Romer, d'Éric Romer, j'avais été inscrit à une audition, un peu à l'insu de mon plein gré, par Nestor, pour aller auditionner à l'échelle de Jacob. Alors j'avais à l'époque 4 ou 5 sketchs que j'avais écrits comme ça, au débeauté, et j'auditionne, je fais un premier sketch, et Suzy Lebrun, qui était un peu revêche, alors que c'est une femme qui avait un cœur d'or, me dit, et c'est tout ce que vous avez? Alors je dis, bah si, j'en ai un autre. Alors j'en fais un autre, je finis le deuxième sketch, elle me dit, et c'est tout ce que vous avez?
Bon, alors, je fais mes 3 sketchs, et puis après, elle me dit merci beaucoup. Je lui dis, ça n'a pas dû lui plaire du tout, et je suis parti sur la pointe des pieds. Sans dire au revoir. Sans dire au revoir. Et le lendemain, j'avais pas le téléphone, il n'y avait pas les moyens de communication actuels. J'avais un télégramme, du papier bleu sous ma porte, dans ma chambre de bonne de Neuilly, sur lequel c'est marqué rappelez-moi de toute urgence Suzy Lebrun. Voilà mon numéro, je rappelle. Et elle me dit, dites donc, vous partez toujours sans dire au revoir, vous Je lui dis, écoutez, moi je pense que mes sketchs vous ont pas plu, je n'ai pas voulu vous importuner, madame, donc je suis parti discrètement. Elle me dit, pas du tout, je cherche un présentateur pour mon spectacle, et je pense que vous feriez l'affaire. Et alors, oui, allez-y. Et elle m'engage, et elle me dit, vous avez fait beaucoup de scènes? Je lui dis, non, jamais. Elle me dit, il faut commencer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Et c'est comme ça que ça a commencé au tout début des années 70. Oui. Et vous imitez l'Auvergnat le plus célèbre de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Absolument. Vous pouvez nous faire une petite imitation, là? Ah bah oui, bien sûr. Bonsoir Philippe David, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je suis très heureux d'être sur Sud Radio. Je vous parle de très loin, puisque vous savez que je vous ai quitté. J'ai quitté le plancher des vaches maintenant, mais je suis toujours ravi de pouvoir m'exprimer auprès des Français. J'ai dit français. Vous n'avez pas perdu la voix, hein. Vous avez une anecdote très drôle sur scène avec un autre Auvergnat célébrissime. On revient au 22 Asnières, Fernand Reynaud. Ah oui, Fernand Reynaud, Qui croit que c'est un jeu de scène alors que c'est un accident qui vous arrive. Oui, absolument. Avec votre micro, racontez ça, c'est génial. Oui. Suzy Lebrun me dit un jour, elle me dit, mais Jacques, vous êtes Auvergnat? Je dis oui. Elle me dit, vous savez que j'ai presque aidé et lancé Fernand Reynaud, on se connaît très bien, donc je vais l'appeler, il faut qu'il vienne vous voir. Et donc Fernand est arrivé avec sa célèbre Rolls blanche, qui sera de sinistre mémoire, puisqu'il va se tuer avec. Il va se tuer avec. Il prend la rue Jacob en sens interdit, c'était sa grande spécialité. Il se gare sur le trottoir, donc la Rolls était au milieu, et il rentre dans l'échelle de Jacob. Moi j'étais sur scène, évidemment, Fernand Reynaud rentrant dans l'échelle, tous les spectateurs se retournent, reconnaissent Fernand, se mettent à rire, évidemment, etc. Et moi, je vois Fernand Reynaud, et je suis pris d'un tract terrible. Je dis, Fernand Reynaud, c'est un monument pour moi. Donc j'essaie, vous savez, j'avais un micro sur pied, et je me dis, bon, je réajuste le micro, et je n'arrivais plus à serrer, tellement j'avais le tract, le verrouillage du micro, et je commençais à parler, et zoup, le micro redescendait au niveau de ma braguette. Alors je le relevais, je le resserrais, zoup, il redescendait. Et quand j'ai fini, Fernand Reynaud m'a dit, alors le gag du micro, faut le garder, celui-là. C'est tout un tas d'anecdotes. Alors après, vous parlez de vos pères, les grands chansonniers. Je vais citer 2 citations très drôles de 2 de vos amis. Jean Rigaud qui disait « Quand quelqu'un va parler sans savoir de ce qu'il va dire, parle sans savoir ce qu'il dit, finit de parler sans savoir ce qu'il a dit, alors il est mûr pour la politique. » Oui, c'est ça. Et une autre citation de Jean Amadou, 20 ans et 20 cm de plus que vous, c'est comme ça que vous l'appelez. Jean-Claude, pour parler de Jean-Claude Guessot, on le sait peu, mais Jean-Claude Guessot a été un enfant précoce. Déjà à 5 ans, il raisonnait comme maintenant. C'était des traits d'humour. On les a encore aujourd'hui, ces traits d'humour. Beaucoup moins, parce qu'il y avait une subtilité, une culture qu'on a peut-être un peu perdue, et surtout que la nouvelle génération a sans doute un peu occulté et perdu. Oui. Alors, vous citez d'un autre grand monsieur, Pierre-Jean Vaillard. Ah oui. On en a un peu parlé avec cette phrase très drôle. Ce mot qu'il me fit un soir que nous dînions comme très souvent à la Caravelle, le célèbre restaurant de nuit que dirigeait l'étonnant Jacques Paoli. Tu vois, Catherine, dont tu me parles, de toutes les femmes que je n'aime pas, c'est elle que j'aime le plus. C'était Pierre-Jean, oui, qui était très drôle et qui était marié avec une comédienne qui s'appelait Martina Risi, qui était originaire de Vitrolles, donc une Marseillaise, qui était donc très loquace. Et un jour, on était dans un cocktail, et j'arrive et je tombe sur Pierre-Jean, et je dis, tu vas bien? Est-ce que Martine est là? Est-ce qu'elle va bien? Il me dit absolument, il parlait un peu comme ça, Pierre-Jean Vaillard. Écoute, Martine, tu vois, elle est avec notre ami Guy Descartes. Alors, ça risque d'être long, parce que tu vois, elle est en train de lui expliquer la recette des artichauts à la farigoulette, et là, elle en est au stade de la cueillette. Extraordinaire, il y a plein d'anecdotes comme ça. Vous dites et vous le regrettez, qu'aujourd'hui, il y a très peu de directs à la télévision pour éviter les irrévérences.
Oui. Vous regrettez ce temps béni? Oui, parce que le direct, c'était assez formidable. Je me rappelle d'une anecdote quand on faisait l'émission de Catherine Anglade, Sérieux s'abstenir. J'étais avec Jean Amadou. Et Jean, vous savez, était un garçon qui aimait beaucoup faire des démonstrations sur un paperboard. Il voulait expliquer la progression du chômage. Et il se lève, il me dit, bah, écoute, la progression du chômage, c'est très simple, Jacques, je vais t'expliquer en 2 mots. Il se lève, il se prend les pieds dans le micro. Le paperboard s'effondre, Jean chute, et on était en direct. Et donc, moi, j'ai relevé tout de suite le truc, j'ai dit, effectivement, c'est d'une simplicité biblique, et ta chute est excellente. Est-ce que vous vous censurez parfois? Au Théâtre des Deux Ânes ou dans la revue de presse, vous n'êtes pas particulièrement révérencieux? Non, on évite de se censurer, on évite de parler des sujets qui fâchent. Je pense à la mort, à la maladie, des choses comme ça. Le reste, non, ce qu'il faut, c'est d'éviter de choquer les gens qui sont dans la peine, le malheur, quoi. Et ça, vous dites une chose très juste, l'humour, le bon humour que vous pratiquez n'est jamais méchant ou blessant. C'est dans ce livre qu'on va continuer à le décrypter. C'est un régal. Sourire en coin, mémoire d'un chansonnier de Jacques Maillot, publié chez Deboré. Vous êtes qu'au début de vos surprises. On va encore beaucoup rire avec Jacques Maillot. Vous voulez lui poser des questions? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Modalité magasin participant sur magasin-u.com. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Et un bonheur de rire en compagnie de Jacques Maillot pour ses mémoires. Enfin, c'est pas ses mémoires, si, c'est les mémoires d'un chansonnier, Sourire en coin, publié chez Deboré. Alors, vous avez un extraordinaire sens du canular lors du salon de l'agriculture ou avec Maurice Sorgue lors d'un voyage en Afrique. J'ai pleuré de rire en les lisant. Ah oui, ça c'est inoubliable. Nous étions allés faire un gala, un spectacle pour le Lions Club ou le Kiwani, je ne sais plus, en Afrique. Nous étions partis avec Robert Roca et le patron, le président du Rotary ou du Lions, c'était le président de la fameuse compagnie de navigation d'Elbas Villejeu, et qui nous dit, en arrivant, il vient nous chercher à l'aéroport, il nous dit, on est heureux de vous accueillir, faites attention à 2 choses, il y a quand même un peu de choléra qui traîne encore, donc on était vaccinés, et puis il nous dit surtout, vous allez voir, à votre hôtel, c'est infesté de prostituées, surtout, vous ne touchez pas à ces prostituées, parce qu'il y avait ce fameux virus qu'on connaissait mal, qui commençait à arriver, qui était le sida. Et donc, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et le soir, nous rentrons après le spectacle, après le dîner de gala du Rotary Club du coin, à l'hôtel. Et évidemment, les prostituées nous tombent dessus. Robert Roca va se coucher, Maurice Sorgue va se coucher, et moi je traîne, je bois un verre, et puis je me fais vraiment harceler par une prostituée. Je lui dis non madame, ça m'intéresse pas. Mais en revanche, j'ai mon ami Maurice Sorgue qui était à la chambre 242. Alors lui, je peux vous dire que là vous avez un client potentiel. Et alors Maurice Sorgue venait de se remarier, donc il était jeune marié, follement amoureux, et donc j'avais la chambre mitoyenne de Maurice, et je vais me coucher. Et 10 minutes à peine, j'étais à peine couché, que j'écoute frapper à la porte de Maurice, et une prostituée noire qui était tout à fait charmante, très jolie d'ailleurs, et qui faisait toc toc toc, c'est l'amour qui passe. Et alors j'écoute la voix de Maurice Sorgue qui fait non merci madame, merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Alors bon, ça se calme, elle revient 10 minutes plus tard, toc toc, c'est l'amour qui passe. Alors là, je sens le ton qui monte, fait, non madame, je vous ai dit non, ça ne m'intéresse pas, non. Alors, elle redescend, et moi je redescends derrière elle, et je lui dis, faites attention, il est un peu timide, il est un peu faux cul, si je puis dire, et donc, mais en réalité, il n'attend que ça. Et donc j'entends qu'elle revient 10 minutes plus tard, fait toc toc, c'est avant qu'il... Et là j'écoute Maurice Sorgue, je vous ai dit non, mais qu'est-ce que c'est que cet hôtel de pute, c'est pas possible, je veux voir le directeur. Alors j'entends la porte qui s'ouvre, madame, dégagez du couloir, etc. Et j'entends qu'il y a le directeur, je parle au directeur, etc. Bon, et puis ça se calme.
Et le lendemain matin, on prend notre petit déjeuner avec Robert Roca. Et j'avais mis Roca au courant. Et quand Maurice nous rejoint au petit déjeuner, il nous fait bonjour Robert, bonjour Jacques, vous avez bien dormi? Je dis ah oui, très bien. Roca dit ah oui, très bien. Il dit bah, moi pas du tout, c'est pas possible. C'est bourré de putes dans cet hôtel. J'ai été harcelé pendant toute la nuit par une fille qui est venue avec l'amour qui passe, etc. Et il fait et vous? Ben nous rien. Et Robert Roca avec son ton toujours très angélique lui fait vous savez, ces femmes-là, ce sont des professionnels, elles savent reconnaître les connaisseurs. Et raconter dans votre livre, c'est absolument génial. Ensuite, il y a une émission mythique, L'oreille en coin. Vous partez du côté de l'île, voir Pierre Mauroy, et vous dites en public, vous avez été les premiers à faire une émission d'humour avec des hommes politiques en public, à la braderie de Lille. Il est Premier ministre quand même. Oui, oui, oui. Monsieur Mauroy, j'ai apporté avec moi, c'est en 85, il vient de quitter Matignon pour Fabius. Ouais. Monsieur Mauroy, j'ai apporté avec moi un exemplaire du programme commun de la gauche de 81. Pensez-vous que je puisse le vendre à la braderie de Lille cet après-midi? Et dites-nous ce qu'il vous répond. Et il me répond avec cette action un peu mitterrandienne. Il fait oh oui, je pense que ça n'est plus d'époque, c'est une antiquité. C'était extraordinaire. Oui, en plus c'était au Palais des Congrès de Lille où on faisait l'émission de France Inter en direct et il y avait 1200 personnes et ça a fait éclater de rire toute l'assemblée et Pierre Mauroy tout au long de la journée, parce qu'après il nous a promenés à Lille, il nous a invités à déjeuner, à manger les fameuses boules frites. C'était un homme très drôle, très charmant. Très affable. Et très affable, vraiment. Vous parlez notamment avec Maurice Orgue, quand on a la qualité intellectuelle de ces gens-là, on a l'impression qu'on ne risque rien. Il parle des politiques d'il y a 40 ans. Oui. Vous diriez la même chose aujourd'hui? Sans doute pas, parce qu'on voit bien malheureusement... Parlons vrai, sans doute pas ou non? Carrément non, parce qu'on voit bien que malheureusement, ce qui se passe quand on voit des débats à l'Assemblée nationale autour de la nécessité ou pas de porter la cravate, on n'est plus dans le même monde. Mais Maurice avait eu cette réflexion, on avait eu coup sur coup Edgar Faure, évidemment, intellectuellement au-dessus du lot. Et alors, un échange avec Mitterrand extraordinaire quand Mitterrand est élu. Où il lui envoie un télégramme en lui disant mon cher, allez-y, racontez-le. Ah oui, Edgar Faure, il fait mon cher ami avec ce petit, vous savez, il avait un petit côté comme un peu le président Macron aujourd'hui, il parlait un peu comme ça. Et il lui dit, écoutez, mon cher François, je suis vraiment ravi de ton élection à la présidence de la République. Est-ce qu'on continue à se tutoyer? Et Mitterrand répond, vous faites comme vous voulez. Cette réponse était fabuleuse. Il y a plein d'anecdotes comme ça dans ce livre. Une rencontre incroyable à son ministère, Gaston Defferre, que vous devez imiter. Oui. C'est lui qui vous le demande. Oui, je l'imitais. Vous pouvez nous le faire parce que Gaston Defferre, c'était un personnage. Ah ben c'était du Sud Radio parce que j'avais fait un Canebière et puis il y avait Fif David et puis je suis invité à Trick Roger qui fait très bien. Ouais, je fais jouer. Oui, naturellement. Les serres d'intérieur. Ouais, c'est normal. Et alors, quand je suis arrivé, il me dit vous m'imitez bien parce que vous avez compris que je ne bafouille pas, je mange mes mots. Je pense que je veux parler trop vite et je mange mes mots. Et donc il me dit, écoutez, vous êtes là, on va prendre l'apéritif avant de passer à table. Est-ce que vous pourriez nous servir l'apéritif en m'imitant à la façon... Dans son ministère. Dans son ministère, c'est le ministère du Plan, rue de Varennes. Et donc j'ai grossé, je lui ai dit, je vais le faire, est-ce que vous voulez un passe 51 Alors il me dit, non, je ne bois pas. Et avec Edmond de Charleroi qui vous encourageait. Charleroi qui m'encourageait. Et quand on a eu fini le dîner, elle m'a dit, écoutez, Gaston était réticent pour faire l'émission. Je peux vous dire qu'il va venir. Il est conquis et à mon avis, ça va être formidable. Et après, on est devenus extrêmement amis avec Gaston. On apprend qu'il avait fait un duel à l'épée quand il était député avec un député qu'il avait traité d'abruti. D'abruti, absolument. On a bien changé d'époque. Hein. Complètement. Et alors, il nous a raconté le duel au micro de l'oreille en coin. Il nous disait, naturellement, parce que comme je n'étais pas quand même très très bon fleurettiste, je visais, vous voyez ce que je visais, les partis essentiels, si je voulais le déstabiliser. Alors j'avais repéré la braguette et je disais, et le ministre de l'Intérieur nous racontait ça. C'est extraordinaire. C'est assez étonnant. Ouais. Extraordinaire. Autre chose, Valéry Giscard d'Estaing, que vous connaissez bien, Auvergnat, veut absolument venir dans l'oreille en coin. Oui. Et il raconte une histoire en faisant un jeu de mots, mais
que j'ai adoré, mais si je me permettais de le faire dans les vraies voix, Cécile de Ménibus demanderait une lourde amende au mieux contre moi. Oui. Est-ce que vous pouvez la raconter? Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, qui la raconte en public. Oui, énarque, polytechnicien, etc. Oui. Vraiment. Et il nous dit, j'ai une très bonne histoire à vous raconter. Est-ce que vous connaissez, cher Jacques Maillot, vous qui êtes auvergnat comme moi, la différence entre une poule et un chapon? Alors je lui dis, non, monsieur le président, je ne connais pas. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Une poule, chapon, et un chapon, chapeau pas. Et Giscard, ancien président, qui raconte ça. C'était inouï. Et c'est là où on voit le décalage, parce que vous savez qu'il se fendait aussi de jouer de l'accordéon. Oui, il en avec joue Daniel Gilbert, avec notamment. Daniel Gilbert. Bon, il en joue à peu près. Mais surtout, quand il est venu, il nous a dit, vous savez que je joue aussi du piano. Et alors, il s'est mis au piano, et ça faisait donc, vous savez, comme La marche funèbre. voilà, quand votre fille commence à pratiquer le piano, ses premières leçons, quoi. Ouais. C'était ça. Et on s'est dit quand même, cet homme qui est extrêmement brillant, intelligent, tout ce qu'on veut, il en est à nous faire du piano d'un enfant de 6 ans, quoi. Et Giscard qui avait raconté une anecdote, les services de sécurité l'oublient à l'héliport d'ici les Moulineaux. Ah oui. Et raconter cette histoire qu'il a racontée, qui est fabuleuse. Ah oui, oui. Il Donc, est président à l'époque. il est président de la République, donc il n'y a pas de service de sécurité pour l'accueillir. Et donc il va voir un gendarme. Et il lui dit, alors où est le service de sécurité? Ben, écoutez, monsieur le président, votre avion est arrivé beaucoup plus vite que prévu, donc ils sont pas arrivés, ils vont arriver, ils ne sont pas arrivés. Et alors, et vous n'auriez pas une voiture? Et le gendarme dit, si, j'ai 2 chevaux qui sont parqués. Ah ben écoutez, vous allez pas bien à l'Élysée. Alors, ils vont et alors, toujours avec cette naïveté des grands hommes, il fait, je ne sais pas si vous êtes monté dans le 2 chevaux, voilà. C'est assez rigolo, parce que la vitre ne descend pas. C'est une vitre rabattable, escamotage, le coude, vous mettez le coude. Et alors, c'est très agréable parce que vous êtes protégé en haut au niveau du visage et le coude est à l'air. C'est très présent. Alors, nous partons et nous avançons dans Paris et on arrive à peu près au niveau de la rue de Vaugirard. Et là, on s'arrête au feu rouge et il y avait un automobiliste qui vient s'arrêter comme nous au feu rouge et qui me regarde et qui dit à sa femme, tu as vu, dans la Dedoche, c'est Giscard. Histoire complètement incroyable. C'est une émission qui cartonnait 5 millions d'auditeurs l'oreille en coin le dimanche. Ah oui, c'était énorme. Oui, c'était énorme. En plus, c'était devenu une sorte d'institution. Donc, on était invités partout, dans tous les ministères. Et c'est comme ça que j'ai connu la classe politique. Ah bah, extraordinaire. Un personnage politique qu'on connaissait pas, Louis Philibert. Ah oui, alors ça, Les c'est... Bouches-du-Rhône et une sortie au Prince Charles parce qu'ils ont sympathisé. Oui. Raconter ça, c'est fabuleux. Alors ça, vous savez que quand on arrivait en période, vous connaissez ça ici à Sud Radio, quand on arrive en période électorale, soit on ne peut plus inviter des politiques, soit en période de fête, ils viennent pas parce qu'ils sont dans leur circonscription, etc. Et là, on était proche de Pâques, et on trouvait pas d'invités pour c'était le dimanche de Pâques ou avant, quelque chose comme ça. Et Michel Charasse, mon vieux copain, me dit, mais t'as qu'à inviter Louis Philibert. Je dis, mais Louis Philibert, c'est Personne ne connaît. Il me dit, c'est le président du département, du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Il me dit, il est hilarant. Alors je vais chez le président de Radio France, qui était Jean-Noël Jeannet, avec lequel on avait les meilleurs rapports du monde. Il me fait, alors, c'est qui dimanche prochain votre invité? Je dis, c'est Louis Philibert. Il me fait, c'est qui? Ben, je lui dis, c'est Michel Charasse, j'espère qu'elle est très drôle. Il me dit, vous n'avez pas autre chose? Je dis, ben non. Alors, il me dit, écoutez, d'ici samedi, on se tient au courant. Le samedi, toujours personne. Et ben, il me dit, ben, prenez Louis Philibert, tant pis. Et il nous fait une émission. Et alors, ça cartonne, avec des anecdotes extraordinaires. Alors, Louis Philibert était ancien cantonnier. Oui. Quand il a reçu sa première rémunération de député, on lui verse le mois. Et il dit à sa femme, il dit, donne Denise, ils ont payé l'année entière. Et il a sympathisé avec le Prince Charles. Alors, il chassait. C'était un très grand chasseur. Donc, grâce à ses relations très proches avec le président Mitterrand, ils étaient très, très, très proches. Il était invité aux chasses présidentielles. Et donc, il avait chassé avec la grand-mère du prince Charles. La reine-mère. La reine-mère, avec laquelle il s'était entendu comme larron en foire, parce que la reine-mère, elle était très bonne vivante, elle aimait bien son petit whisky, etc. Et un jour où la royale croisait au large de Toulon,
Louis est invité sur un navire de la Royal Navy. La Royal Navy pour un déjeuner officiel d'apparat avec le prince Charles qui était sur le bateau puisqu'il appartenait à la Navy. Et donc, ils font le déjeuner, et à la fin, il fait, écoutez, merci, Prince, de m'avoir accueilli si gentiment. Et alors, surtout, quand vous rentrez à Westminster, vous saluez bien la mémé, parce que... Il parlait de la reine mère. C'est une des nombreuses anecdotes contenues dans ce livre qu'il faut lire. Sourire en coin, mémoire d'un chansonnier de Jacques Maillot. Jacques, on va continuer le livre, mais ça appelle beaucoup au 0826 300 300. Vous allez répondre aux auditeurs. Oui, tout à fait, avec plaisir. Et ben on les retrouve tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Et très heureux, on passe vraiment un excellent moment en compagnie de Jacques Maillot pour son livre Sourire en coin, mémoire de chansonnier, publié chez Deboré avec des tonnes d'anecdotes. Mon cher Jacques, ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Vous aimez l'Essonne? Oui, bien sûr, j'adore l'Essonne. Écoutez, on part dans l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sud Radio. Alors là, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'entendre une voix qui me ramène quand j'avais 20 ans. J'ai 68 ans aujourd'hui. Monsieur Maillot, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas vous avoir vu au théâtre, notamment des Deux Ânes, je n'ai pas pu y aller. Mais, je me rappelle, vous l'avez cité, d'une émission, L'Oreille en coin, oui. Avec Monsieur Maillot, vous-même, Monsieur Amadou et Monsieur Orgue. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, on avait le transistor. Et le dimanche matin, il était hors de question de rater cette émission. Ouais. Parce qu'il y avait une finesse d'esprit, un humour, et je dirais une faculté de pouvoir dire des choses. À cette époque-là, arrêtez-moi si j'ai des bêtises, on était quand même avec Monsieur le Président Charles de Gaulle, oui. Et les médias n'étaient pas si, je dirais, ouverts que ça. Alors, la question que je vais vous poser, et puis encore une fois, chapeau, mais là c'est sûr que à 100%, je vais acheter votre bouquin parce que ça va faire le bonheur d'une nouvelle génération et mon bonheur à moi. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, Monsieur Maillot, c'est facile, la question, on a dû vous la poser 1000 fois. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait possible de refaire, soit sur théâtre, mais sur les médias, ça peut être un peu plus difficile, une émission comme vous aviez? Et est-ce que vous pensez, franchement, même si les médias sont différents, que vous avez vieilli? Moi, je pense que vous n'avez pas vieilli, Monsieur Maillot. Et je pense que franchement, le mot chansonnier, pour moi, c'est quelque chose de... C'est un beau mot. Oui, c'est un beau mot. On parle aujourd'hui, on parle d'humoriste. Oui. Pour moi, chansonnier, c'est un très beau mot. Parce que vous maniez la langue et vous aviez, je vous dis encore, une finesse d'esprit. Et moi, il était hors de question, le dimanche matin, de ne pas vous écouter. Merci, monsieur. Jacques Maillot, pour répondre à Jean-Claude. Écoutez, c'est vrai que quand j'écoute certains humoristes aujourd'hui, je suis heureux et fier de m'appeler chansonnier. Donc, et quant à refaire une émission, c'est toujours possible de refaire une émission. Mais il faut avoir les talents je pense qu'il y a des talents pour le faire, mais c'est une volonté. Et puis, c'était une émission qui impliquait une grosse mise en œuvre technique, puisqu'on était en direct, on avait des musiciens avec nous, donc c'était une émission assez lourde à manier. Et heureusement, on avait ces deux grands producteurs exceptionnels, qui étaient Pierre Codou et Jean Garetto, qui sont des historiques de la radio. Merci beaucoup, Jean-Claude. Comme ça réagit beaucoup, on prend d'autres auditeurs. Direction, c'est pas le 22 à Agnières, c'est peut-être le 22 à Colombes. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Bonjour. Et salam alaikum. Dites donc, je vais courir là chez le libraire. Est-ce que votre livre est disponible déjà? Ah oui, tout à fait. Il est en librairie. Je raccroche pour l'acheter. Alors, vous étiez à Neuilly? Oui, dans votre jeunesse, oui. Oui, j'avais une chambre de bonne à Neuilly, boulevard Victor Hugo. Oui, vous étiez chez vous? Oui. À 2 doigts de la porte Maillot. Voilà, bah oui, évidemment. Excellent. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez agir vis-à-vis de Radio Sud pour que de temps en temps, ils repassent des émissions de l'époque des vrais chansonniers? Alors ça, il faut en parler à Patrick Roger et à Jacques Maillot. Voilà, il faut aller à Frédéric Jouve. Il faut aller à l'INA, c'est très compliqué parce que les droits sont très compliqués, très onéreux, et tout ça est possible, mais ça coûte quand même cher. Ah d'accord. Oui. Aujourd'hui, on a beau dire, mais c'est malheureux. Je dis ça parce que moi, je suis de 1941. Je dis que les humoristes d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des chansonniers de 1950-1960.
Vous pensez la même chose, c'est comme Jean-Claude de l'Essonne. Oui, sans doute, parce qu'il y a plus tout à fait la même culture, il n'y a plus la même fantaisie. Je pense que votre génération et la mienne, nous avons bénéficié de l'après-guerre où les gens avaient besoin de légèreté après la Deuxième Guerre mondiale. Et je retrouvais ça chez des gens comme Pierre-Jean Vaillard, qui avait l'âge de mes parents, ou chez Robert Roca. C'était à 70 ans, ils étaient joyeux comme des garçons de 25 ans. Merci beaucoup Gérard de Colombe, ça réagit beaucoup. Là on met cap au sud, direction Béziers. Bonjour Muriel. Bonjour à tout le monde et Monsieur Maillot, mes respects parce que sincèrement des chansonniers ça n'existe plus, des gens avec une finesse d'esprit. J'ai l'impression que les deux messieurs qui ont parlé avant moi, on a fait un copier-coller. Moi j'ai 2 ans de plus que vous, j'habitais Paris donc j'allais très très souvent dans les cabarets pour vous voir et voir également Jean Amadou et d'autres. Hein. Mais franchement c'est vrai qu'aujourd'hui on manque de ce genre. Alors maintenant, faut faire non, dans les cabarets, il y avait une ambiance, il y avait une intimité, il y avait et puis cette finesse d'écriture et tout. Moi, je vous dis bravo. Je vais aussi acheter votre livre parce que ça nous manque ce genre de choses. J'aime bien aussi Bernard Mabille, qui passe lui un peu plus souvent à la télé. Voilà. Grand talent. Vous avez que des hommages. Muriel, vous êtes avec nous ? Oui. On me dit dans le casque qu'on va changer d'heure et que je peux vous faire un cadeau. Alors je le fais parce qu'on ne prend plus d'auditeurs après. À l'occasion du changement d'heure, Sud Radio et Icewatch vous offrent la montre du moment, l'Ice Solar Power à énergie solaire. On va donc vous envoyer une montre à énergie solaire et comme à Béziers, il y a du soleil, elle va bien marcher. Ah oui. Oh, c'est super, vous êtes super gentil. Hein. Eh bien écoutez, voilà. Vous gâtez vos auditeurs et puis moi ce que je souhaite pour toi, Monsieur Maillot, c'est de vendre beaucoup de livres. Hein, mais lisez-le, il est génial ce livre. Non, et puis surtout, c'est que j'aimerais bien que les jeunes se replongent un petit peu dans la culture et dans l'écriture de ces messieurs qui avaient un talent extraordinaire. Voilà. Eh bien écoutez, bravo Muriel et merci. Jacques Maillot, on va continuer à parler de votre livre et il nous reste 3 minutes 30. Il y a une émission mythique à laquelle vous avez participé. On va pas refaire d'autres canulars parce qu'il y en a tellement, il faut absolument acheter le livre. Les grosses têtes. Et c'était une famille, les grosses têtes. Oui, ça c'était Philippe Bouvard d'abord. Moi je lui dois beaucoup puisque il m'a fait démarrer à la télévision. Il a toujours été d'une fidélité exceptionnelle. Et Philippe adorait travailler en équipe. Et plus il prenait de l'âge, plus il me disait aujourd'hui, on a passé le stade de s'embêter. On ne travaille plus qu'avec les gens qui nous aiment bien, avec lesquels on s'entend bien. Ce qui fait que, à la fin d'ailleurs, c'était peut-être un peu pénalisant, mais on était toujours les mêmes panélistes aux grosses têtes. Vous avez fait de la télé aussi, une aventure télévisuelle. Alors ça, on va pas la raconter. Il faut que les gens achètent le livre. Quand vous présentez Jacques Anquetil à Lino Ventura. Ah oui, c'est fort, c'est un grand moment parce que moi j'étais, quand Jacques Godet m'a dit vous allez faire l'étape Bayonne-Pau avec Lino Ventura dans la voiture, moi j'ai été, vous imaginez, le petit garçon qui allait voir en admiration et je m'approche de lui, je dis Monsieur Ventura, je me présente, je suis Jacques Maillot, je fais France Inter, etc., la télé, mais il me dit je vous connais très bien, j'écoute l'oreille en coin tous les dimanches matins, etc. Et il me dit est-ce que vous connaissez des gens sur le Tour de France? Mais je dis oui, je connais très bien Jacques Anquetil par Jean Rigaud et il était commentateur pour la télé, pour France Télévisions. Et il me dit vous connaissez Jacques Anquetil? Je dis oui. Il me dit il faut me le présenter. Et j'ai présenté ces 2 titans qui avaient une admiration réciproque. Ça a été un moment magique. C'est super bien raconté dans le livre, plus longuement que ça. Vous êtes aussi entre-temps devenu patron de théâtre, le théâtre des Deux Ânes, où vos parents vous amenaient quand vous étiez enfant. Oui, j'avais 15 ans. Papa venait au Salon du Poids Lourd pour ses affaires et son activité professionnelle. Et il nous amenait aux Deux Ânes, à la Comédie Française. Et quand on était un peu plus vieux, on avait droit au Moulin Rouge pour voir ce formidable spectacle. Donc j'étais loin à l'époque, j'avais 14 ou 15 ans, de savoir qu'un jour je deviendrais propriétaire de ce théâtre. Et vous faites également la revue de presse. Oui, sur Paris Première, qui marche très très bien et où on a une grande liberté d'expression comme on l'avait ici sur Sud Radio. Justement, en parlant de liberté d'expression, quand vous entendez Sandrine Rousseau dire on peut pas rire de ci, on peut pas rire de ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de l'automutilation intellectuelle.
actuelle, mais je crois qu'elle est déjà très mutilée, donc... Ça, c'est du Jacques Maillot dans le texte. La bien-pensance, ça vous insupporte quand on lit votre livre? Ah, complètement, parce que ça, c'est un retour au macartisme. Je supporte pas ça. Quand j'étais chez les pères, on avait un directeur spirituel qui était chargé de nous guider dans nos pratiques, etc. Et je veux dire que voir ça au 21e siècle, c'est désastreux. C'est un retour en arrière. En 20 secondes, vous êtes nostalgique? Pas nostalgique, mais je me dis, et c'est ce que je dis dans le livre, je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'arriver sur Terre en 1949 parce que j'ai traversé une époque, mais formidable, avec des gens exceptionnels. Eh bien, écoutez, vous faites partie de ces gens exceptionnels. Un livre à lire absolument. Vous avez entendu l'enthousiasme des auditeurs qu'on a pu prendre. Sourire en coin, mémoire d'un chansonnier de Jacques Maillot, publié aux éditions de Boré. C'est un livre où on rit énormément. Alors, on a fait 2% de toutes les anecdotes, de tous les bons mots. Merci beaucoup, Jacques Maillot. C'était un plaisir de vous avoir et de vous voir de retour sur Sud Radio. Grand merci, Philippe. À très bientôt. À très bientôt.